France Maghreb 2. À la recherche d'authenticité, eh bien vous avez fait le bon choix. France Maghreb 2, l'émission Le Grand Forum tous les jours 16h, 18h. Nous sommes là messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce vendredi 27 avril, dernier jour de la semaine. Et on va terminer, j'ai envie de dire, en beauté cette semaine sur France Maghreb 2. Il s'en est passé des choses tout au long de cette semaine avec Monsieur Enver de Santos. Comment ça va Monsieur Enver? Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça va très très bien Christophe, très très bien, alhamdoulilah. Impeccable, ravi de te retrouver mon cher Enver. Jusqu'à 18h, on a un programme encore une fois ultra chargé. De quoi va-t-on parler avec toi aujourd'hui? Eh bien, nous allons parler des médias. Ah, des fameux médias, effectivement, et nous allons parler du rôle des médias dans l'éducation. Le rôle des médias dans l'éducation, très bien. Fatima Wassak qui sera de la partie va nous parler, elle, des propositions de Blanquer à propos du système scolaire. Il y a eu des annonces de fait, donc elle les dressera tout à l'heure. Nous aurons des invités, mon cher ami Enver. Est-ce que tu connais TMTT? Et oui, The Muslim Think Tank, si je ne me trompe pas. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut résumer ainsi un cercle de réflexion musulman? Tout à fait, à fait, qui essaye de proposer à travers différents ateliers et différentes organisations et événements, justement, un principe éducatif du développement personnel de la communauté et autres. Et tenez-vous bien, il y aura des invitations à vous offrir, messieurs, dames, puisque TMTT organise un gros événement le 5 mai prochain. Et écoutez, on vous offrira la journée plus le repas et tout ce qui va avec, donc une valeur de 45 € quand même. Top. Top, évidemment. Et on peut jouer, nous, on peut jouer? Non, après il faudra voir, mais non, normalement non. Évidemment. Oh mince. En tout cas, c'est très intéressant. On en reparlera avec nos invités qui seront avec nous tout à l'heure. C'est le coup de cœur de Fatima Wassak sur France Maghreb 2. Voilà pour le programme. Entre temps, eh bien on va parler de plein d'autres choses et notamment un peu de football. Tiens, on félicite les Marseillais ou pas? Bah écoute, moi je dis pourquoi pas. Ouais. Est-ce que vous avez vu les photos sur les les trucs de circulation hier? Bah non, pas encore. Ah ouais, bah alors fallait les voir, c'est mortel. Il y avait trafic perturbé et en dessous allez l'OM. Il n'y a qu'à Marseille qu'on peut voir ce genre de truc. C'est formidable. Excellent, excellent. Bon, et puis une petite dédicace aussi aux supporters du Paris Saint-Germain qui, on l'a appris cet après-midi, l'entraîneur du PSG a officialisé son départ à la fin de la saison. Une page se tourne. Une page se tourne pour Unai Emery qui s'en va. Voilà, bon en tout cas bravo l'OM, normalement ça devrait le faire au match retour, 2-0, l'essentiel c'est de faire de boulot, de pas prendre de but, d'en marquer 1 voire 2 et puis l'affaire est pliée, d'autant plus quand même, rappelons-le, c'est que cette année, la finale de l'Europa League aura lieu en France. À Lyon. Chez Jean-Michel. Effectivement. Il va être content d'accueillir Marseille en finale. Ah bah écoute, c'est un grand supporter du football français, Jean-Michel Aulas, c'est ça on peut pas lui enlever. Et il aurait préféré quand même que ce soit son équipe, hein. Mais ça bon. C'est clair. Attends, au stade des Lumières, son équipe, mais bon, il fallait être fort. Et bah c'est au stade des Lumières avec le stade de Marseille, donc Marseillais qui vont peut-être, on l'espère en tout cas normalement, s'ils font pas de bêtises au match retour, devraient normalement se qualifier. J'en profite d'ailleurs pour faire une spéciale dédicace, elle était complètement folle hier, Besma Maghrebi. Voilà. Ah non, mais elle était aux anges hier soir, attention, fallait voir. Merci d'être avec nous, c'est parti pour le programme. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum, le Maroc qui présente sa candidature pour l'organisation du Mondial 2026 est dans la dernière ligne droite, à moins de 2 mois du vote qui aura lieu en Russie. Le comité de candidature s'active et de nouveaux soutiens apparaissent. Le Maroc a reçu une délégation de la FIFA en avril pour une visite d'inspection. Europe, une étude inédite a été menée pour passer au crible les interdictions du port de tenues religieuses dans les États membres de l'Union européenne. Ce que dit le rapport. Parlons de plusieurs sujets de société. Des étudiants américains, Emmanuel Macron a expliqué qu'il existe une tension avec l'islam parce que nos populations ne sont pas habituées, a-t-il dit. La question LGF, pour 46% des Français, les principaux ministres restent inconnus depuis un an. 6 Français sur 10 sont mécontents de l'action du gouvernement. Selon un sondage, et vous, satisfait ou pas satisfait? Vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Et on terminera bien sûr la semaine comme il se doit par un bon libertad en fin d'émission. LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct jusqu'à
jusque 18h avec Enver de Santos qui est là et Madame Fatima Ouassak. Bonjour Fatima. Bonjour Christophe, bonjour Enver. Comment ça va? Alors vous avez remarqué, en début d'émission, elle a toujours une petite voix comme ça. Et après, dès qu'on la chauffe un peu, hop, elle se... Vas-y, parle-moi de Macron, vas-y. On va en parler, t'inquiète, on va en parler. C'est prévu. Dans un instant, justement. Tiens, la question du jour, mon cher Enver, c'est à propos d'un sondage où 6 Français sur 10 déclarent que ils n'ont pas connaissance finalement de la plupart des ministres et jugent le gouvernement d'avoir été assez inactif pour le coup. Alors est-ce que vous êtes satisfait? C'est le moment de prendre un petit peu le poumon, le parfum de ces 1 an, j'allais dire, de Macron au pouvoir avec son gouvernement d'Édouard Philippe. Est-ce que vous êtes satisfait ou pas satisfait? Vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Bon, eh bien, je vous laisse la surprise. Non, non, vous n'êtes pas satisfait. Pour l'instant, on ne sait pas, car effectivement, ça mouline. Pas de satisfait. En tout cas, tout à l'heure, j'ai vu 86% de pas satisfait sur Facebook. Sur Twitter, je pense que ça doit être un petit peu identique. Fatima, satisfait ou pas satisfait de cette équipe gouvernementale, de ces ministres que l'on ne connaît pas trop? On a un casting quand même qui nous a été proposé de ministres qu'on connaissait pas des masses, à part quelques-uns. Est-ce que c'est, au bout d'un an, le bilan, calmement? Oui, calmement, pourquoi pas. Oui, non, pour faire référence un petit peu à la chanson d'Eneg Marron. On fait le bilan, calmement. C'est catastrophique, mais dans la continuité de ce qu'avait fait Hollande avec Macron dans son équipe. C'est-à-dire, le prolongement, la poursuite de la casse des services publics. Qui se fait comme ça vraiment dans le vice, quoi. Enfin, comment tuer les mobilisations, comment tuer le mouvement social, comment faire en sorte d'affaiblir les syndicats, et on voit que ça marche, quoi, parce que le mouvement social, je sais pas si on peut en parler, mais c'est vrai que là on sent quand même que les vacances, en tout cas en région parisienne, que ça fait un petit peu de mal et que c'est un petit peu en... Est-ce que c'est en train de finalement est-ce qu'il va les avoir à l'usure? Bon, en tout cas, c'est ce qu'il compte faire. Ah oui, ça c'est clair. Ça, c'est pas le seul à avoir essayé, cela dit. Et il est très 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 aidé par les médias, faut dire ce qui est, qui ont vraiment criminalisé le mouvement social, les cheminots. T'avais l'impression à un moment donné que les cheminots c'était des aristocrates qui foutaient rien et qui avaient plein d'avantages et des privilèges même, qui avec son truc là, Flixbus là, bus, je sais plus comment ça s'appelle, les bus là qu'il a mis à disposition pour tuer la grève en fait. Soi-disant, mais c'était pour tuer la grève. Voilà, donc tout est fait pour quand ils évacuent comme ça de force les étudiants dans les facs, avec violence policière à l'appui quand même. Enfin, ils le font pas avec des fleurs. Bon voilà, tout est fait pour tuer le mouvement. Après, il continue, donc le mouvement de grève, notamment des cheminots, continue, le mouvement étudiant aussi continue. Il faut espérer que à la rentrée ça reprenne, quoi. Ouais, grosse journée de mobilisation le 3 mai. Alors le 5 mai. Le 5 mai aussi? Ouais, le 5 mai. J'ai vu le 3 mai aussi. 5 mai, ouais. Et notamment l'appel de Monsieur Ruffin. Oui, exactement. François Ruffin. Oui, exactement. Qui justement appelle tout simplement à un mouvement citoyen, mais vraiment citoyen. Il part pas du côté je suis député La France Insoumise, bien qu'effectivement il assume tout à fait son rôle de député, mais dans cette prise de conscience nécessaire qu'est le citoyen doit se mobiliser pour défendre ses droits, et pas simplement les droits de la SNCF, des étudiants, etc. De défendre ses droits dans sa généralité la plus complète. Et cet appel, je pense qu'il est salutaire. J'espère vraiment qu'il va être suivi, quoi. Pas satisfait non plus, Enver? Écoute, moi je suis un peu comme Fatima et comme 96% des personnes sur Twitter et 88% sur Facebook. Ah, quand même. Voilà, pas satisfait pour la bonne et simple raison que depuis des années et des années, on attend des réponses. On attend réellement des réponses. Chaque fois, chaque élection, t'as quelqu'un qui arrive avec soi-disant... le bâton du berger, et je vais arriver avec les réponses et tout ça. Et le truc, c'est que tu ne peux pas être satisfait dans la mesure où il n'y a pas d'action. Est-ce que finalement les Français sont jamais contents finalement, non? C'est pas tant qu'ils ne sont jamais contents, là où... Parce que quand même, on a changé de style quand même, on peut pas le nier. Entre Hollande, qui faisait vraiment, comme dit, pour reprendre les propos de Mélenchon, qui parlait d'Hollande en le traitant d'anguille, à Macron, sa jeunesse, on peut lui reconnaître une certaine intelligence.
Non mais c'est pas une question de personne de toute façon, faut pas juger uniquement les personnes, la manière dont ils s'habillent, leur cravate. Il faut juger en fait leurs actions, le gouvernement, les politiques publiques. Et là en la matière, non, structurellement ça n'a pas du tout changé. C'est une continuité quoi. Au contraire, voilà, c'est une aggravation. Une aggravation. Ouais. Parce que là effectivement là c'est complètement décomplexé. Donc parce qu'il y a plus que en réalité la casse des services publics, il y a l'arrogance aussi. Je sais pas si vous vous souvenez de ces images où on voit le ministre là, le maire, qui débarque et qui parle mais super mal à des ouvriers, à des syndicalistes, pour vraiment leur faire la leçon, pour vraiment, et puis qui parle avec tellement de mépris que voilà, c'est peut-être la différence avec avant. C'est vrai, c'est qu'aujourd'hui en plus il y a le mépris et l'arrogance. En plus pour aller un peu plus loin, et c'est pour répondre à part une phrase très brève pour répondre à ta question sur le changement. Voilà, est-ce que ça a fait quelque chose ou pas? Je vais te poser la question autrement. Si j'arrive et que voilà, tu découvres que t'es immortel, ok, comme dans Highlander, et je te tue tout simplement au sabre, ok. Juste après, tu reviens à la vie. Un peu comme en Arabie Saoudite, par exemple, et je te tue cette fois-ci au cyanure. Il y a une différence. Ah oui, c'est sûr, mais la finalité c'est la même. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais, bon, d'accord. C'est imagé, mais bon, c'est pas mal. Et puis, pardon, il y a aussi une question qui est oubliée même de Monsieur Ruffin et même de dans le mouvement social, et puis alors France Insoumise, n'en parlons pas. C'est la question des quartiers populaires. Totalement, voilà, c'est-à-dire qu'on parle de mouvement social et il faut être dans le mouvement social, voilà, il faut se battre pour défendre les services publics, etc. Ça c'est très très important. Maintenant, voilà, la question des quartiers populaires, la question en fait de l'égalité, en réalité des inégalités structurelles et discriminations, est absolument pas traitée. Alors si, elle a pas été oubliée dans la tribune des 300, les quartiers populaires en ont pris plein leur garde. Oui, voilà, à part pour stigmatiser, et c'est-à-dire que finalement... Il y a une députée La République En Marche qui a signé Aurore Berger. Voilà. Après, ça passe pas si bien que ça quand même. Enfin, moi je remarque quand même que voilà, il y a pas mal de contre-tribunes, il y a pas mal d'intellectuels, de politiques, etc. qui se positionnent complètement contre. Alors moi j'ai lu ce matin que, alors je leur rends hommage parce que il se trouve que vous savez, on a fondé un syndicat de parents, le Front de Mer, et un peu voilà pour dire que les syndicats de parents faisaient pas forcément leur boulot. Donc je reconnais là quand même que un syndicat de parents, la FCPE du 93, a publié une tribune de parents juifs qui rejette totalement cette tribune là des 300 en disant voilà, nous avons nos enfants qui sont scolarisés dans les quartiers populaires du 93, voilà, nous refusons en tant que communauté d'être en tant que parents juifs déjà d'être fichés en tant que juifs déjà. Pourquoi on a nos noms, pourquoi on parle notre nom en tant que juif. Donc ça c'est un premier refus. Et par ailleurs qui disent que voilà, ils veulent pas qu'on divise les parents, ils veulent pas qu'on divise les enfants, qu'on monte une communauté contre l'autre quoi. Et ça vraiment je tiens à saluer. Donc c'est un communiqué de la FCPE 93 qui est paru là il y a quelques jours. Et nous hier nous faisions l'écho du communiqué que j'ai trouvé d'ailleurs excellent, je vous invite à le lire, de l'Union Juive Français pour la Paix. Oui, excellent, vraiment qui résume tout et qui va même assez loin d'ailleurs, qui invite d'ailleurs notamment les chrétiens, les juifs à revoir aussi les textes, que ce soit dans la Bible ou dans la Torah, où il y a aussi des textes qui appellent à la violence. Et voilà. Et j'ai bien aimé cette phrase en disant on remplace le mot islam, musulman, immigration par juif, et vous aurez ce qu'on a vécu dans les années 40, on connaît la finalité. Donc je sais pas à quoi jouent effectivement ces gens, si ce n'est peut-être qu'à diviser encore un peu plus et à monter les communautés les unes contre les autres. On n'avait pas vraiment besoin de ça, et ici, on répète, ici, pour nous et à notre connaissance, il n'y a pas de problème entre musulmans et juifs, bien au contraire. Dans les quartiers, comme ils disent, populaires, à Sarcelles, à Créteil, ça vit en harmonie, de manière, voilà, une cohésion parfaite. Je veux dire, voilà, il n'y a aucun problème, si ce n'est que les médias et quelques personnalités qui voudraient en créer et monter les communautés les unes contre les autres. Voilà, ne cédons pas à ce genre de chantage malsain qui ne rendra service à personne. Ceci étant, mon cher Enver, est-ce que tu es prêt ? Pronto. Bon, nous allons parler des médias, tiens, ça tombe bien. Des médias au travers de son avis tranché de Enver de Santos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors, les médias à la sauce Enver de Santos. Eh bien, aujourd'hui, j'ai décidé de parler justement de l'éducation et du rôle des médias dans cette même éducation.
Ce dont nous allons parler rejoint un tout petit peu toutes les discussions que nous avons depuis un certain temps sur le fait que les uns sont montés contre les autres pour justement le bénéfice de certains. Je ne vais pas aller dans un discours qui va vous parler de complot ou autre. Je vais simplement être le plus clair possible. Qu'est-ce qu'un média ? Un média, justement, joue le rôle de média. Il joue le rôle de médium, le rôle d'intermédiaire, exactement. D'intermédiaire entre celui qui va le regarder et celui qui envoie l'information. Le principe du média, c'est tout simplement, aujourd'hui, non plus d'informer l'individu, mais c'est tout simplement de faire du bénéfice. Faire du bénéfice, bénéfice pourquoi ? Parce que, Vincent Bolloré. par exemple, le média, le rôle du média, c'est à un moment donné de faire du business. Et pourquoi je vous dis ça ? Pour la bonne et simple raison que beaucoup se trompent en allant sur, par exemple, certaines de nos vidéos et certains de nos avis tranchés pour nous insulter ou pour critiquer le fait que nous allons prendre telle ou telle position, que nous allons avec plus ou moins de facilité peut-être avoir quelques erreurs dans notre rhétorique, mais notre avis tranché n'en changera pas. Ce que je veux dire, c'est que le média en soi est une machine à faire penser, une machine à créer justement des modes de pensée. Que pensez-vous du fait, je vais vous donner un exemple très simple, qu'au début des années 90, vous aviez une dame à la télévision avec son émission qui était pratiquement là toute la journée. En général de 8h jusqu'à 17-18h, et elle s'appelait Dorothée. À partir du moment où Dorothée a disparu Touche pas à Dorothée. justement, au contraire, je ne vais pas toucher à Dorothée. Et je lui tire mon chapeau, elle qui a été attaquée par justement Ségolène Royal, notamment pour la violence de Ken le Survivant. À l'époque, le CSA était vent debout sur la violence de ce dessin animé, et nombreux sont les doubleurs qui aujourd'hui on trouve super kitsch, qui justement faisaient en sorte de critiquer d'une certaine manière raciste assez justement les ces dits dessins animés japonais. Mais pour revenir justement sur le rôle de Dorothée, c'est qu'elle a disparu à la fin des années 90 des écrans français et est apparue comme par hasard autre chose. La première émission de télé-réalité notamment, Love Story est apparue. Au moment où justement nous avions Dorothée, Hélène et les garçons, des trucs désuets avec parfois quelques singeries et autres, effectivement, mais il y avait un espèce de côté éducatif parce que les enfants n'étaient pas manipulés comme ils le sont aujourd'hui, ni les adolescents. Love Story est apparu avec son rôle de la piscine, son rôle du maillot de bain, son rôle de patati, et Love Story aujourd'hui est devenu notamment les anges, etc., etc. Le rôle du média, c'est ça. Et le truc, c'est que ce que j'essaye de faire comprendre dans cette première partie de le rôle du média dans l'éducation, c'est que ne vous trompez pas d'ennemis. Ne vous trompez pas d'ennemis parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le rôle du média, c'est de vous fournir du contenu dans votre cerveau disponible. Cette phrase ne vient pas de moi, elle vient d'un monsieur qui s'appelle Patrick Lelay. Patron de TF1 à l'époque. Et pour terminer donc cette première partie du rôle du média dans l'éducation, et je dis bien dans l'éducation générale, au-delà du message que nous envoie ici, le média est un outil de propagande, non, ça n'est pas que le média est un outil de propagande. Le média est un outil de business, mesdames et messieurs. Celui qui a l'argent, aujourd'hui, a le pouvoir, parce que le quatrième pouvoir qui est le média, croyez-moi, est là pour vous manipuler bel et bien. Donc je vous dis à suivre pour la seconde partie la semaine prochaine. Très bien, merci Enver. Fatima, on partage ou on y ajoute des nuances ? Non, moi je partage tout à fait. Moi j'ai pas la télé déjà chez moi, comme je vous l'ai déjà dit. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et puis il y a un livre qui a été écrit franchement sur la télévision, de Bourdieu. Tout à fait. Voilà, de la télévision, qu'il faut absolument lire. Enfin, pour comprendre, voilà. Et ça date un peu, hein, de fait ça date un peu. Exact. Mais il faut vraiment le lire parce que tout est toujours d'actualité. Voilà, sur les fonctions de la télévision en particulier, des médias en général, et sur pourquoi il faut pas, par exemple, aller faire le clown, le bouffon dans les émissions de télé, là, complètement trafiqué, où on met en scène du débat contradictoire alors que c'est absolument pas contradictoire. Exactement. Et que parfois
parfois ça sert à humilier les personnes qui vont pas dans le sens du pouvoir, qui vont pas dans le sens du vent, quoi. Et ça c'était déjà décortiqué à l'époque par Bourdieu, donc vraiment je vous invite à le lire. Et vous apprenez notamment que la plupart se connaissent tous. Ah bah ça oui, La plupart se connaissent. c'est un petit milieu la télé, c'est un petit milieu. la radio. Ne vous faites pas de film. Je continuerai avec l'aide de mes amis chroniqueurs ici présents, justement, à vous débunker les médias. Moi, je vous le dis, sachez que ça va encore plus loin que vous ne le pensez. Et bah transition toute faite, voilà. pardon Enver Je et t'en Fatima, transition toute faite, puisque dans notre zapping ce matin, sur CNews, Jean-Pierre Elkabbach recevait l'ambassadeur d'Iran en France. Eh bien, qu'est-ce qu'on a comme extrait qui fait le buzz aujourd'hui? Eh bien, le fait que l'ambassadeur refuse de serrer la main aux femmes. Et de venir en direct avec nous, de faire cet effort de parler français, je vous serre la main. Si j'étais une femme, vous m'auriez serré la main? Bien sûr, c'est ma femme et ma soeur et ma grande mère. Si j'étais une journaliste femme... D'après certains engagements de notre religion, nous respectons les femmes, mais quand même... Mais on leur serre pas la main. Non, c'est pas une partie des femmes ou de l'autre côté. Très bien, et je l'avais remarqué. Voilà, c'était ce matin sur CNews, au micro de Jean-Pierre Elkabbach. Ben voilà encore une nouvelle preuve de manipulation. Parce que moi, je vais poser la question autrement pour notre ami Jean-Pierre Elkabbach. Et je l'invite à essayer de nous répondre, à moi ou même à toutes les personnes, quand bien même nous sommes plus petits que lui. Aurait-il posé cette question justement à un Gérard Depardieu ou aurait-il posé cette question à n'importe quel autre invité? Je n'ai pas le souvenir que dans une autre interview, il ait posé la question à un homme. Voilà, je vous serre la main. Est-ce que, patati patata, vous aurez serré la main à une femme? Il s'agit simplement, il est ambassadeur, c'est pas son pote. Il est ambassadeur de la République islamique d'Iran, avec ses coutumes, et à un moment donné, c'est comme ça. Non Donc, mais ça veut dire que ça prouve quand même le niveau extrêmement bas des journalistes, quoi. On a l'ambassadeur d'Iran alors qu'il y a justement l'affaire des accords iraniens qui est en jeu. Il y a quand même des choses qui vont se passer dans les quelques jours à venir, peut-être qui peuvent prendre un tournant à l'échelle de l'échiquier mondial. Bah ça, justement, voilà. Ouais, mais ça justement Elkabbach il le sait. Tout il à joue fait. son petit rôle, hein. C'est pas un accident, c'est pas une erreur de sa part. Il veut diaboliser l'Iran et les Iraniens, c'est tout. Et par là même les musulmans. Voilà. Alors, mais l'Iran en particulier. Voilà, Elkabbach, voilà, il se situe dans le contexte géopolitique. Voilà, il se situe très très précisément. Il se situe de manière, en termes d'idéologie. Ouais, en termes d'idéologie, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui il sait où il va, il sait pourquoi il pose la question. Tu ne regrettes pas de ne pas avoir la télé, Fatima, quand on entend ce genre de choses? Non mais en fait le problème avec ce genre de choses justement, c'est que tu le veuilles ou non, même si t'as pas la télé, qu'il suffit que tu aies un téléphone portable, quoi, oui. Que ce soit sur un réseau social, Facebook ou autre, et en fait tu te retrouves pollué. Finalement, on n'a pas besoin de télé, hein? Finalement. Non, franchement non. Ouais, bon, d'accord. Alors tiens, on en parlait tout à l'heure, on en parlera peut-être la semaine prochaine aussi dans un avis tranché, Fatima. Jean-Louis Borloo, qui a remis hier matin son rapport sur les banlieues françaises au gouvernement, et il met en avant une situation alarmante. Tiens, l'ancien ministre de la Ville dénonce un scandale absolu et avertit sur les risques de repli identitaire et communautaire dans les quartiers. Pour répondre à cette urgence, le rapport préconise notamment la relance de la rénovation urbaine, un effort accru sur l'école et surtout la création d'un fonds de 5 milliards d'euros dont pour Jean-Louis Borloo, il est nécessaire d'agir. Écoutez. On est au carrefour. Soit on continue à se rapetisser là, et vous savez très bien, fracture, rupture, appauvrissement de notre pays, ou alors on redevient un grand pays d'action, un grand pays éducatif, un grand pays numérique. Voilà, un pays qui se réveille et on est à la hauteur de l'idée que nous nous en faisons. La seule solution, c'est de le faire de manière très organisée, opiniâtre et coriace, j'allais dire, avec cette fratrie extraordinaire qui existe et qui doit être indestructible, à la fois exigeant, mais dans un cadre républicain, très exigeant sans jamais prendre en otage, très très exigeant, on ne le sera jamais assez, parce que c'est en réalité de 12 à 15 millions de compatriotes dont on parle, ceux des quartiers, les zones rurales délaissées, les villes moyennes en crise, et une grande partie de nos départements d'outre-mer. En fait, tout ça, c'est la France et sa jeunesse. Jean-Louis Borloo, donc, qui présentait ses propositions pour les quartiers prioritaires, ma chère Fatima. Oui, bah voilà, alors ça commence par un diagnostic qu'il fait, donc ultra alarmant, effectivement, avec toujours les mêmes trucs, hein, faut pas croire qu'il invente
n'importe quoi que ce soit, c'est toujours la même chose. C'est attention, si on s'occupe pas d'eux, donc comme si on parlait comme ça de quartier, comme si on parlait de colonie en fait. Si on s'occupe pas d'eux, vous allez voir, ils vont devenir dangereux parce que communautaires, parce que communautaristes, parce que repliés sur eux-mêmes, etc. Donc c'est toujours voilà, comment dire, on ne porte pas une politique sur des enjeux d'égalité par exemple, de justice sociale, etc. On s'occupe de population, donc dans un traitement social de population, parce qu'on a peur que ces populations finissent par nous mordre la cheville, quoi, grosso modo. Donc voilà, ça c'est la première chose, c'est un diagnostic. Puis ensuite, franchement, sur les solutions, enfin là, c'est pas dans l'extrait, j'en parlerai la semaine prochaine. Mais les solutions, c'est venir et prendre la crème de la crème de la crème des quartiers pour leur faire l'ENA ou je sais pas quoi, et croire qu'en fait c'est ça qui va régler le problème de la masse de personnes qui sont 3 fois plus au chômage, comme il le dit lui-même, 3 fois plus au chômage que la moyenne, qui sont dans des secteurs d'activité les plus pourris, dans le nettoyage industriel, dans le téléconseil, dans la livraison, etc., etc. Enfin, il y a des vrais problèmes structurels nationaux qu'il faut prendre en compte, et du coup il faut changer l'intégralité du système. On s'en fout de ces miettes là de politique de la ville là qui va saupoudrer à droite à gauche, parce qu'il faut pas croire, hein, quand on entend milliards, etc., on a l'impression que c'est un truc de ouf, alors qu'il y a quelque chose qui s'appelle le droit commun. Le droit commun, c'est des budgets. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on parle du budget de l'éducation nationale pour tout le monde, du budget aménagement pour tout le monde, du budget des routes pour tout le monde, du budget des services publics pour tout le monde, et pas les petites miettes de la politique de la ville pour venir donner à manger et faire rêver de 3 personnes dans chaque quartier. Nous, on veut pour tout le monde. On veut pas ces 3% là. Enver, Jean-Louis Borloo, écoute, crédible ou pas d'abord pour parler de ce sujet d'abord? Oh, totalement libre. Effectivement, la politique de la ville, c'est mon créneau. Et je vais aller aussi loin donc que Fatima, la réalité de la politique de la ville, et on va simplement citer un ministre, Bernard Tapie. Ah oui, il a été ministre de la ville sous Mitterrand, c'est voilà. vrai. Donc à un moment donné, la question de la politique de la ville, elle est sur la table depuis X années. Et à chaque fois, on sort des enveloppes qui n'ont jamais servi à rien en fait. La réalité, c'est qu'à un moment donné, on est dans la stigmatisation dans notre pays, qui s'appelle la France, où on trouve normal de faire de la discrimination positive en lui donnant un autre nom, en faisant des espèces de passerelles. Ah, tu es au lycée de telle ville du 93, et si on faisait une passerelle Sciences Po, comme ça, 2 ou 3 petits pèlerins donc vont pouvoir accéder à Sciences Po, plutôt que de faire en sorte tout simplement que dans tous les lycées de France, tout le monde ait le même niveau d'éducation, le même niveau de professeur et tout simplement les mêmes moyens pour réussir. Mais non. Comme à un moment donné, on va t'accorder, toi petit banlieusard ou petite banlieusarde, d'arriver justement dans un lycée élitiste, et tu pourras te targuer dans 5 ou 6 ans d'être, attends, tu t'es de Sciences Po, mais tu sais, toi tu viens des quartiers difficiles, etc. Je vais te donner pour terminer très rapidement, moi, ma sœur, à un moment donné, qui est surdiplômée et qui, franchement, je la respecte au total, à un moment donné de sa vie, elle passait une maîtrise supplémentaire en plus des autres diplômes qu'elle avait. Il y a un professeur dans une université que je ne citerai pas qui lui dit très simplement: vous n'arriverez pas à faire pression sur moi parce que vous venez de banlieue, je ne validerai pas votre diplôme. Et pourquoi? Parce qu'elle venait de banlieue et qu'à un moment donné dans sa tête de misogyne, de anti-ci, anti-ça, etc. Le gars, il pensait qu'elle était là parce qu'on avait favorisé une passerelle et qu'elle avait profité d'accéder dans cette grande université. Donc à quel opportuniste, incroyable. De pouvoir accéder. Le problème, c'est que c'est ça. C'est qu'à un moment donné, on est dans un espèce de système où on crée une élite. On fait comme si l'élite n'existait pas. Et à un moment donné, on s'étonne de voir des gens qui à un moment donné se rébellonnent. Et donc on va se targuer de dire: ah mais oui, il y a Rokhaya Diallo, elle est intelligente, il y a Fatima Ouassak, il y a ci, et il y a ça, et il y a ci, et il y a ça. Mais dès qu'à un moment donné, l'un d'entre nous va faire une erreur, on va nous attaquer en mode ouais mais t'es raciste anti-ci, t'es raciste anti-blanc, etc. et patati et patata. La réalité, c'est que va venir le moment, au-delà de tout fantasme sur un conflit qu'il pourrait y avoir entre les jeunes de banlieue et justement la réalité française, la réalité c'est qu'il y a des pays à travers le monde qui sont friands de jeunes talentueux qui viennent de banlieue, qui ont bossé, ils vont se barrer, ils vont faire gagner de l'argent à la Silicon Valley et les entreprises, les écoles 42, etc. resteront école 42 simplement pour la France. Tout ce qu'il y a à dire. Ouais, c'est pas mal, c'est bien vu. Tiens, dans un instant, après ton avis tranché, chère Fatima, où tu vas nous parler de Jean-Michel Blanquer, qui est le ministre de l'Éducation nationale. Pas forcément très connu, celui-là, avant qu'il rentre en tant que ministre.
Si, quand même, en tant que recteur de l'Académie de Créteil, etc. Si, il avait déjà bien fait parler de lui. C'était un oui, mais pas auprès du grand public, je veux dire. Voilà. Pas auprès du grand public. Donc c'est pour ça que la plupart des ministres, selon un dernier sondage qui est sorti, la plupart des ministres inconnus, pour l'instant, n'apportent pas satisfaction. En tout cas, on vous pose la question aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait ou pas au bout d'un an de ce gouvernement d'Édouard Philippe? Vous répondez toujours sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Après ton avis tranché, donc, on parlera du Maroc, parce que il y a un gros événement qui se prépare pour le Maroc. C'est peut-être l'attribution de l'organisation. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct jusqu'à 18h avec Fatima Ouassak qui est avec nous, notre Fatima Ouassak à nous. Et on la garde bien au chaud, hein. Faites gaffe, on nous tente de la piquer mais jamais de la vie. Edward de Santos, il est là aussi avec nous jusqu'à 18h sur France Maghreb 2. On va passer au deuxième avis tranché, on est prêt, ça va? Dans quelques instants, on sera totalement Je rappelle prêt. La question du jour en attendant évidemment, la question du jour à propos de ce sondage, 6 Français sur 10 sont insatisfaits de l'action du gouvernement avec ses ministres quelque peu inconnus dans ce gouvernement. Est-ce que vous êtes satisfait ou pas après un an donc de travail, d'action ou d'inaction d'ailleurs pour certains? Vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Je vous rappelle également en attendant aussi la possibilité pour vous mesdames messieurs de participer à une big soirée qui aura lieu le 20 juin. Fatima sera avec nous au Cabaret Sauvage. C'est la spéciale du Grand Forum avec plein d'artistes de renom qui seront de la partie. Ça sera du live et du vrai, on fera pas semblant. Pas de playback mais que du live avec des artistes évidemment talentueux qui seront avec nous. L'occasion de nous rencontrer, de faire la fête ensemble après le Ramadan, après 30 jours de souffrance intense. Eh bien, nous allons quelque peu nous libérer, quelques jours avant l'été, les vacances. Eh bien, rendez-vous le 20 juin pour réserver votre place. D'ores et déjà, vous pouvez réserver votre ticket pour cette soirée privée. Faites vite parce que c'est dans la limite des stocks disponibles, j'ai envie de dire, ou des places disponibles plus précisément. www.cabaretsauvage.com. Alors n'hésitez pas à réserver vos places. C'est bon, on y va? Prêt. Jingle, c'est parti, la vie tranchée de Fatima Ouassak. Alors piétinez-moi, allez-y! L'oreille de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, risque de siffler quelque peu avec cet avis tranché signé Fatima Ouassak. Oui, si peu. Le 19 avril, au Sénat, Jean-Michel Blanquer a relancé le débat sur l'interdiction de porter un foulard pour les mamans accompagnant une sortie scolaire. Alors je le cite. Le Conseil d'État dit qu'un chef d'établissement peut recommander aux mères de ne pas porter le voile dans les sorties scolaires. Je recommande donc au chef d'établissement de recommander cela aux accompagnatrices. Bon, déjà c'est faux. Cette recommandation n'est possible pour le Conseil d'État qu'en cas de trouble à l'ordre public. Mais surtout, que peut-on dire à propos de cette sortie du ministre qui recommande au chef d'établissement donc de recommander aux femmes voilées de se dévoiler sous prétexte qu'elles accompagnent des bambins au parc du coin. Plusieurs points. Le premier, la liberté de culte des musulmans et des musulmanes, finalement c'est de la rigolade, c'est pas sérieux. Tu es ministre, tu peux demander aux musulmanes, à des adultes donc, on parle pas d'enfants, tu peux demander à des musulmanes de mettre le foulard là, mais pas là, de le porter dans la rue, mais que côté impair, pas côté pair. Tu peux prier, mais pas les jours de pleine lune. Tu peux faire le ramadan, mais pas le 14 juillet, parce que ce jour-là, c'est la République qu'on fête, donc tu t'amuses et tu manges. Et tu manges bien, s'il te plaît. Non mais franchement, faut-il être à ce point fascisant pour manquer de respect, pour oser s'amuser, pour oser piétiner ainsi le droit fondamental qu'est la liberté de culte des femmes musulmanes? Deuxième point. Monsieur Blanquer devrait normalement, c'est son métier, c'est ses fonctions, se soucier de l'intérêt des enfants. C'est même donc pour ça qu'il est payé. Dans un texte du Front de Mer, syndicat de parents des quartiers populaires, et avant ça de MTE, Maman Toutes Égales, nos enfants, enfin on avait créé un texte qui s'intitulait « Nos enfants ont-ils le droit de nous aimer quand nous portons un foulard ?» On a montré à quel point le fait de voir sa mère stigmatisée, humiliée, traitée de manière discriminatoire pouvait avoir des effets très négatifs pour les enfants, dans la construction de soi, dans la confiance en soi et dans la confiance qu'ont les enfants dans leur avenir.
Et donc le fait de voir sa mère interdite d'accompagnement en sortie scolaire sous prétexte du foulard qu'elle porte a évidemment un impact destructeur sur l'enfant. Force est de constater que l'intérêt de l'enfant n'est pas la priorité de monsieur Jean-Michel Blanquer, en tout cas l'intérêt des enfants dont la mère porte un foulard. Troisième point, cette nouvelle sortie donc, du ministre cherche à nouveau à nous enfermer dans les questions type foulard et laïcité, foulard et droit des femmes, foulard et tarte à la crème, foulard et grosse douille. Alors que le vrai problème scandaleux du foulard en France, c'est l'interdiction dans l'accès à l'emploi des femmes musulmanes portant un foulard. C'est ça le vrai problème structurel et massif en France, c'est que les femmes qui portent un foulard n'ont pas accès au marché du travail. Sur le foulard, donc, il ne faut pas être sur la défensive. Au contraire, il faut interpeller les politiques, et en particulier M. Jean-Michel Blanquer, avec ces deux questions. Et c'est ce que devraient faire tous les journalistes dignes de ce nom. Poser ces deux questions. La première, en quoi les lois de 2004 sur le foulard à l'école et les polémiques régulières sur le foulard en sortie scolaire produisent cette discrimination dans l'accès à l'emploi donc, que je viens d'évoquer, avec l'effet déjà bien démontré par plusieurs sociologues et notamment par la sociologue Fatih Hajbli, qui montre que les employeurs se sentent légitimés à refuser les femmes qui portent un foulard, avec pour certains la croyance sincère que c'est interdit par la loi, que les femmes qui portent un foulard n'ont pas le droit en France de travailler. Donc en quoi les sorties de monsieur Blanquer alimentent cette interdiction faite aux femmes qui portent un foulard dans l'accès à l'emploi. Deuxième question, essentielle qu'il faut poser à ces politiques. Que faites-vous pour lutter contre ces discriminations illégales? Parce que interdire à une femme qui porte un foulard d'accéder à l'emploi, c'est totalement illégal, c'est interdit par la loi. Donc que faites-vous pour lutter contre ces discriminations illégales en amont et de manière préventive? Voilà les deux questions qu'on devrait poser à monsieur Blanquer qui veut parler du foulard. Quatrième point et dernier point, et plus généralement, nous parents, et je m'adresse aux parents, ce qui nous intéresse, c'est ce que fait monsieur Blanquer pour lutter contre les inégalités et les discriminations structurelles au sein de l'école, pour lutter contre le manque de moyens de nos écoles, en particulier dans les quartiers populaires de la région parisienne, ce qu'il fait pour que les profs soient mieux formés, pour qu'ils soient mieux payés, mieux respectés dans leurs fonctions, pour qu'ils soient remplacés quand ils sont absents. Il y a un gros problème, notamment dans le 93, de profs absents non remplacés. Il y a des élèves qui ont comme ça, qui n'ont pas de prof pendant plusieurs mois. Donc qu'est-ce qu'il fait là-dessus? Ce qu'il fait pour que nos enfants issus de l'immigration en particulier ne soient pas massivement surreprésentés en SECPA et dans les filières professionnelles, parce que ça c'est statistique, ça a été démontré. Ce qu'il fait pour défendre l'école publique et ne pas encourager de fait à aller vers le privé. Bref, nous, ce qui nous intéresse, c'est la question sociale. On s'en bat les reins, comme je dis souvent, on s'en bat les reins de l'embrouillage de cerveau appelé débat sur la laïcité. On s'en bat les reins. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la question sociale, la question de l'égalité et la question de l'excellence pour tous les enfants. Égalité et excellence, et ça va ensemble. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos enfants aiment aller à l'école. C'est visiblement pas l'objectif de monsieur Jean-Michel Blanquer, donc c'est à nous de nous organiser en tant que parents et avec les enseignants. Voilà. Merci Fatima. Et on s'en bat pas les reins de la vie tranchée de Fatima Wassak. Hein, monsieur Enver, n'est-ce pas? Bah écoute, j'irai encore plus loin, je la soutiens totalement et je suis tout à fait d'accord. Comme tu le sais, dans mon analyse des médias, j'aime bien regarder et débunker un peu tout ce qui se passe. Et moi, je rajouterais simplement ceci à ce qu'a dit Fatima. Si monsieur Blanquer, ministre de la République française, s'intéresse tant justement aux signes religieux donc au sein de l'espace public, j'aimerais qu'il pose la question à madame Valérie Boyer, députée donc de la première circonscription des Bouches-du-Rhône, qui porte régulièrement une croix lorsqu'elle est en fonction à l'Assemblée nationale. Alors qu'il me semble que dernièrement, nous avons eu des textes qui essayent d'expliquer qu'on ne peut pas porter le voile ou de signes ostensibles, etc. La foi est une affaire privée, dixit monsieur François de Rugy, président de l'Assemblée nationale, etc., etc. Comme l'a dit Fatima, je pense qu'à un moment donné, il faut créer l'ennemi invisible. L'ennemi invisible aujourd'hui porte un nom, je ne le citerai pas car je l'ai déjà dit fortement à plusieurs reprises. Ne vous trompez pas, nous sommes manipulés par des médias, mais nous sommes également manipulés par des gens qui pensent avoir la connaissance et pensent que nous, en face, nous ne l'avons pas. Fatima, coup de cœur, ici présent. Et je t'en remercie parce que c'est l'occasion peut-être de découvrir auprès du grand public qui nous écoute cet après-midi. On est tendance à dire oui, mais il se passe rien dans cette communauté, etc. Tout le monde est inactif.
Eh bien non, il y a des gens qui travaillent, qui réfléchissent, qui parlent, qui échangent au travers de ce coup de cœur que je te laisse nous présenter, chère Fatima. Oui, qui réfléchissent, qui travaillent, etc. et qui travaillent à quelque chose de qualité, de grande qualité, qui vise en fait l'excellence. Donc ça s'appelle TMTT, The Muslim Think Tank. Ça existe depuis déjà plusieurs années. Et c'est vraiment essayer de renouer avec notre quête de savoir, justement sortir des polémiques que je viens d'évoquer là, essayer de prendre de la hauteur. Et puis voilà, poser des questions en termes dans l'accès aux sciences, l'accès aux arts, l'accès à la spiritualité, etc. Donc vraiment prendre de la hauteur et vraiment TMTT, il travaille déjà depuis de nombreuses années. Alors c'est une structure qui organise régulièrement des temps. Des cafés, des temps dédiés plutôt à la spiritualité, des temps plutôt dédiés au débat, des talks. Donc là on va parler des talks en particulier, donc qui sont prévus pour le 5 mai. Et c'est à chaque fois comment dire, du travail de qualité dans tout est dans le détail. C'est vraiment voilà, renouer avec cette excellence et qui est vraiment là pour le coup quelque chose de totalement inédit. Moi je connais pas d'autres organisations qui fait un tel travail. Et je vais les laisser alors on va les présenter l'organisation. Donc Samy, bonsoir Samy, bienvenue sur France Maghreb 2. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Merci. Accompagné aussi de Habiba. On aurait dû d'ailleurs commencer par Habiba, par galanterie quand même. Bonsoir Habiba. Noté, effectivement. Oui, vous avez bien fait. Non, merci à vous en tout cas de nous recevoir. On est vraiment ravis d'être là parmi vous. Bonsoir à tous les deux. Alors présentez-nous, parce que je pense que déjà Fatima a fait le travail pour ce qui est de la présentation, un peu plus en profondeur. C'est quoi? C'est une organisation? Effectivement, donc comme l'a justement dit Fatima, nous sommes donc une organisation sans but lucratif. Bien près du micro afin que l'on puisse bien profiter de vos propos. On est des membres actifs, c'est du TMTT, on est des bénévoles, donc on vient ici aussi porter leur voix. Aujourd'hui, donc, je disais, le TMTT donc, a la vocation à créer des espaces d'échange pour permettre justement d'échanger sur les questions liées à l'islam et aux musulmans. Donc on est un cercle de réflexion et on est également ce qu'on appelle un réservoir de talent collaboratif, et notre objectif c'est de pouvoir créer ces temps d'échange ce qui s'articule autour de trois objectifs. Le premier c'est celui de sensibiliser à la pluralité intellectuelle et spirituelle des musulmans et des musulmanes, de permettre ce qu'on appelle l'empowerment, donc le valoriser justement les modèles positifs et les acteurs de changement. Et le premier objectif justement d'une de nos missions, c'est aussi comme le disait justement Fatima, c'était c'est de proposer justement des solutions concrètes et pas vivre au rythme de l'actualité, et proposer des solutions concrètes qui répondent aux problèmes sociaux contemporains. Alors, est-ce qu'on peut peut-être évoquer quelques sujets qui ont été évoqués, sur lesquels vous avez échangé, réfléchi, et peut-être des choses qui ont abouti, Samy? Alors, déjà, pour savoir, on nous s'extirpe un peu de l'agenda politico-médiatique. On veut vraiment s'extirper de ça pour pouvoir réfléchir et ne pas être influencé par un environnement qui peut être pesant, clairement. Et du coup, on essaye d'être vraiment sur le fond, de proposer à des jeunes des formations sur la prise de parole en public, des formats TED, comme on va avoir le 5 mai prochain. C'est la 3e édition qu'on va lancer, le M-Talks. Et ça sera 6 speakers inspirants qui vont proposer, entre 13 et 18, ils ont entre 13 et 18 minutes pour développer un sujet sur lequel ils maîtrisent, pour pouvoir inspirer et montrer des valeurs plus positives à une jeunesse qui n'en ont pas spécialement dans la communauté, ou qu'on ne met pas assez en avant dans les médias traditionnels. Très bien. Tu peux donner des exemples peut-être? Oui, par exemple. Alors, des exemples qu'on a mis en avant, Steve Abdelkarim, qui est coach en développement personnel, qui n'était pas connu avant et qui a permis de développer son activité par la suite. Il y a Fatima Khmilat, qui par la suite a été sollicité pour faire des articles de presse, etc. Il y a aussi Walid Abdelmaksoud, qui est aujourd'hui conférencier et qui fait des séminaires un peu partout dans les mosquées. Et il y a Juliette Gallonnier qui a fait une thèse sur les convertis. Il y a également Fatouma Takebe qui parle des déchets spatiaux, astronomiste.
Donc voilà, il y a pas mal de modèles qu'on est en train de mettre en avant. Mais est-ce que, si je comprends bien, est-ce que c'est quand même ouvert au grand public ou c'est quand même ouvert à une certaine catégorie d'intellectuels, va-t-on dire? Alors, c'est ouvert au grand public, mais ce qu'on essaye de faire, c'est d'aller piocher, d'aller chercher les talents qui ne sont pas mis en avant parce qu'ils ont pas forcément attiré l'œil, ils n'ont pas le bon réseau. Sur quels critères, Samy, vous allez chercher ces talents? Sur leurs critères, d'abord d'un point de vue intellectuel et scientifique, sur leur production, sur leurs travaux, et ensuite on échange avec la personne, on essaye de mettre en avant sur les idées novatrices, les idées innovantes, effectivement, qui mériteraient qui gagneraient à être connues d'un plus grand nombre. Ouais. Alors, c'est plusieurs événements, mais entre les événements, vous avez des séances d'échange assez régulières, assez régulièrement. Donc, les actions du TMTT s'articulent aussi autour de ce qu'on appelle les groupes de travail, également les événements, donc comme ceux qu'on vient de citer, donc les M-Talks, mais aussi les grands débats et ce qu'on appelle les M-Labs, et aussi des formations. Et enfin aussi à travers la plateforme en ligne, on travaille justement sur ces 4 grands axes juste majeurs pour pouvoir être directement au contact, que ce soit dans le cadre d'une classe justement où on va par exemple parler d'intersectionnalité ou de, comme le disait tout à l'heure Samy, un atelier autour de la prise de parole en public. Voilà, notre idée c'est vraiment de pouvoir apporter des solutions comme on le disait tout à l'heure pour permettre l'élévation intellectuelle, spirituelle, parce qu'on va aussi organiser ce qu'on appelle des ayah ateliers où on va traiter d'une ayah du Coran et pouvoir échanger simplement autour de cette ayah et de voir pour tout un chacun quels sont les bienfaits qu'on peut en tirer justement, et ces temps-là ils sont peu nombreux et on a vraiment à cœur en tout cas de créer les conditions, un cadre pour qu'on puisse échanger en petit comité ou alors comme dans l'événement qu'on va organiser donc la semaine prochaine à la Bibliothèque nationale de France. C'est un très bel endroit. Voilà, effectivement un lieu exceptionnel pour un événement exceptionnel. Donc voilà pour la symbolique que ça représente, une bibliothèque. Donc pour ce qui est du savoir justement et de la transmission. Et ce qui résonne d'ailleurs avec ce qui est la première chose qui est écrite dans le Coran, Iqra. Exactement. Donc voilà, on met vraiment beaucoup de travail justement à choisir, justement à associer à chaque fois, comme je disais justement. Fatima tout à l'heure, et à la fois l'excellence mais à la fois l'esthétique, et donc on attache une importance aussi à la scénographie. Donc on a l'ADN du TMTT, c'est aussi la philosophie, c'est de pouvoir c'est pas par exemple communiquer sur les speakers. Notre objectif c'est vraiment d'attirer des personnes qui vont venir parce que ce sont les sujets, les thématiques qui vont les intéresser. Ce ne sont pas des têtes d'affiche ou des personnes qu'on a l'habitude de voir. Il y a des profils qui sont juste peu connus médiatiquement et qui gagnent vraiment à être connus. Et nous on veut pouvoir propulser des gens comme on l'a fait par le passé et vraiment faire entendre leur voix parce qu'ils ont des idées novatrices et tout simplement d'être dans pouvoir mettre le public à contribution et profiter justement des temps d'échange avant et après les conférences pour justement développer un peu plus et pouvoir répondre aux questions, ce qui ne se fait pas habituellement dans des conférences où on va entre guillemets consommer la conférence, et là justement on veut créer ces temps-là, ces temps d'échange, et c'est en ça qu'on se différencie en toute humilité je pense des autres événements qu'on a l'habitude de voir en tout cas au sein de la communauté. Alors avant de parler de l'événement que vous organisez le 5 mai prochain, juste une petite boutade, mais sous forme de réflexion quand même. Est-ce qu'il y a moyen, vous qui allez dégoter un petit peu ces futurs talents de demain, de justement vous créer un temps d'échange? Non, c'est pas ça. Non, laissez-moi venir. Vous allez voir, vous allez vite comprendre. On a déjà en fait finalisé la liste des. Non, absolument pas. Je prétends absolument pas. Non, mais puisque vous préparez un petit peu les gens à la prise de parole en public, nous dégoter un deuxième talent de Fatima Wassak, par exemple, pour le Grand Forum. Ah d'accord. Ah bah oui. Vous l'avez pas vu venir, celui-là? Ah bah non. Non, je pense. Moi non plus, je l'ai pas vu venir. Je pense que si on arrive à le trouver, on le garderait pour nous. Ah ouais, vous êtes pas partageur, Habiba. Ah ouais.
après voilà, on peut s'arranger, hein, ça se discute, d'accord. Alors, une fois que vous avez trouvé ces talents, effectivement, vous leur apprenez, vous les guidez, etc. Mais après, qu'est-ce qui se passe par la suite? Vous les accompagnez. Mais est-ce qu'il y a un moment, l'accompagnement prend fin et peut-être que le jeune talent prend un petit peu ses ailes et essaie de se débrouiller aussi par soi-même? C'est aussi ça, aussi d'apprendre la vie. Donc après, c'est effectivement on a cœur à vouloir mettre en avant des profils peu connus, ce qui ne veut pas dire que ces gens-là ne sont pas des professionnels ou qu'ils sont jamais intervenus dans des conférences. Hein. Loin de là, cette idée de se dire qu'on fait découvrir des gens. Il y a des gens qui sont connus, mais peut-être que sur des réseaux un peu plus restreints. Donc l'objectif, c'est d'ouvrir à un autre public. Effectivement, pour compléter, l'objectif, c'est de visibiliser, mais des personnes, franchement, parmi les personnes que tu as citées, des pointures déjà. Tu vois, Fatoumata Kébé, voilà, les docteurs Elle n'a pas eu besoin du TMTT. Voilà, c'est une grande scientifique. Voilà, elle a travaillé, elle a fait sa thèse, etc. Enfin, c'est une pointure. Simplement, voilà, ses travaux n'étaient pas visibilisés. Et puis, je pense aussi qu'il y a quelque chose dans ce qu'elle incarne, en fait. On a déjà discuté du fait que les enfants dans les quartiers notamment, ont du mal à se projeter de manière positive parce qu'il manque de représentation positive, de représentation inspirante. Et donc là, l'idée, c'est justement de proposer, mais à ces enfants, pas qu'aux enfants, mais aussi aux enfants, des figures, des personnes qui incarnent une certaine forme de réussite. Après, c'est pas forcément la réussite sociale, mais en tout cas quelque chose de positif et quelque chose d'inspirant. Donc c'est plus ça, c'est visibiliser, mais quand même, encore une fois, je le répète, c'est des pointures qui sont passées par le TMTT. Hein. C'est pas des personnes, voilà, c'est pas des adolescents ou des gens qui étaient, voilà, c'est vraiment des gens qui ont produit quelque chose, qui ont produit de la pensée, qui ont produit une réflexion, etc. Et qu'il s'agit de valoriser. Et ça, c'est vrai que TMTT, voilà, ils sont très très forts pour faire ce travail de visibilisation et de valorisation. Je termine juste par un tout petit mot pour dire quand même que je pense que je vais un peu loin, mais vraiment je suis sincère. TMTT, je trouve que c'est vraiment révolutionnaire. Alors, on dirait pas, parce que c'est vrai que c'est pas un truc de gauchiste, c'est pas un truc en mode marxiste ou je sais pas quoi, etc. Donc pas du tout, c'est pas au sens justement politicien que je dis que c'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire dans la posture, dans l'état d'esprit, par rapport effectivement à des choses qui existent déjà. Souvent, quand on parle de ce que peuvent faire les musulmans et les musulmanes, de la manière dont ils peuvent s'organiser, souvent ce à quoi on a l'habitude, c'est plutôt des organisations qui vont lutter par exemple contre l'islamophobie, qui vont lutter contre les discriminations, qui vont lutter contre quelque chose, avec quelque chose qui, à juste titre, en tant que victime. Mais à juste titre, hein, moi je dis pas qu'on n'est pas victime de discrimination, on l'est aussi. Mais là, TMTT, là où c'est révolutionnaire, c'est de dire on n'est pas que ça en fait, on n'est pas que victime. On peut produire des choses, on peut proposer des choses, on peut être force de proposition en s'appuyant sur des références qu'on ne voit nulle part, c'est-à-dire des références notamment islamiques. Par exemple, il y a 2 événements qui ont été organisés il y a peu et Tarek Mami, le président de la radio, était l'un des invités principaux. C'était sur le Paris musulman et sur la question de l'environnement. Et c'était une manière de poser les choses. Il nous a fait honneur, j'espère. Hein. Ah, mais il était super. Il était super. C'est une vraie mémoire, c'est une vraie encyclopédie là pour le coup, Monsieur Tarek Mami, encyclopédie parisienne. Donc il nous a fait comme ça une perspective historique de la question culturelle à Paris. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était une mise en perspective qui était totalement inédite et que seul TMTT est capable d'apporter. C'est dans ce sens-là que c'est vraiment révolutionnaire, je pense. Enver, toi qui es resté silencieux depuis tout à l'heure, qu'est-ce que ça t'inspire? Je suis sûr que ça te plaît. Que dire? Tu sais, on en a souvent discuté à la radio ou même en off. Moi, je pars toujours du principe que l'éducation, c'est la clé. On vit dans une société où les modèles de réussite, et quand je parle de réussite, comme le dit Fatima, je parle pas de du compte en banque, je ne parle pas de j'ai un joli métier qui va être chirurgien, dentiste ou autre. Ça peut même être un éboueur. Il n'y a pas de sous-métier. La réalité, c'est que la représentation des gens, et je vais aller encore plus loin, les enfants sont des éponges. Les enfants sont des éponges et ils absorbent tout. Ils absorbent tout, et la réalité de ce que nous avons aujourd'hui, c'est ce qu'on fait de l'éponge quand elle est pleine d'eau. Hein. Voilà, c'est quand elle est gorgée de pleine d'eau, c'est quel type d'eau il y a à l'intérieur. Est-ce que c'est de l'eau sale ou est-ce que c'est de l'eau propre? Et de la même manière, pour terminer justement sur ce que je pense justement du TMTT, c'est à un moment, il faut que les gens se prennent en main. Les gens de notre communauté et au-delà de ceux qui justement veulent être des humanistes, veulent changer les choses, se prennent en main et démontrent qu'il existe des personnes saines qui peuvent être de véritables représentations pour que les enfants ne finissent pas drogués, autres ou etc. Et c'est possible. France Maghreb 2, France Maghreb 2.
Preuve que le Grand Forum est vraiment une émission pas comme les autres. Oui, parce que messieurs dames, avec Fatima Wassak et Enver de Santos, de talent ici présents, nous sommes avec Samy et Habiba, donc du TMTT qui organise un gros événement ce 5 mai prochain. Avant d'y revenir plus en détail, je précise aux auditeurs d'ailleurs qu'on aura des invitations à vous offrir. C'est quand même un gros événement qu'il ne faut pas manquer et on vous expliquera pourquoi dans quelques minutes. Chère Fatima, est-ce que tu peux nous présenter, parce qu'on a parlé du TMTT depuis tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut avoir quelques indications sur son fondateur ? Oui, alors c'est pas anodin qu'on ait d'abord parlé de l'organisation de TMTT avant de parler du fondateur, parce que le fondateur, donc Monsieur Sabr Bougrine, est quelqu'un de particulièrement humble. Mais vraiment, c'est la qualité première qui le définit. Et c'est ce qui explique pourquoi aussi, enfin, il y a cette empreinte-là, en fait, qu'il donne au TMTT. C'est ce qui explique ce que disait tout à l'heure Habiba, c'est-à-dire que c'est pas tant les speakers, les intervenants qui vont être mis en avant, que la thématique et le sujet qui va être mis en avant. Donc, et ça renvoie vraiment à une certaine forme d'humilité, en fait. C'est-à-dire à essayer de personnifier le moins possible une question, une organisation, etc. Cela étant dit, voilà, il faut quand même dire un mot sur son fondateur, donc Sabr Bougrine, qui a vraiment une vision politique, qui a créé le TMTT il y a quelques années, il y a 4 ans, en 2013. Ouais, en 2013, et qui vraiment a une vision et qui s'y tient. C'est-à-dire que depuis le début, là, quand vous allez à TMTT, parce que ça, on l'a pas dit tout à l'heure, la journée du 5 mai, ça va être le top of the pop. C'est-à-dire que vous êtes bien accueillis, vous allez bien manger, c'est beau, vous allez entendre des choses intéressantes, vous allez sortir de là plus intelligent et plus intelligente, ça c'est sûr. C'est-à-dire que vraiment, il fait des trucs vraiment au top. Et ça, c'est ce qu'il voulait faire depuis la première minute quand il a créé TMTT. C'est-à-dire que cette ambition-là, de l'excellence, en fait, il l'a eu dès le départ et elle le suit jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a vraiment cette vision politique, cette motivation très très politique au sens désintéressé, quoi. C'est vraiment pour la cause, c'est vraiment politique au sens noble. Voilà, exactement. Donc voilà. Samy, Habiba, vous partagez les propos de Fatima sur le fondateur de TMTT ? Complètement. Ouais. Et c'est pour ça qu'on y est, justement. C'était par cette humilité-là qui donne vraiment cette envie de s'investir. Et voilà, et l'idée, c'est vraiment, quand on ressort de là, si on devrait en donner des maîtres mots, en tout cas de l'organisation, c'est la vocation, c'est justement de pouvoir rencontrer, d'échanger et de grandir. Et chaque événement, il est pensé dans ce sens-là. Et c'était vraiment à l'image de ce que Sabr, en tout cas, souhaitait. Et on le salue par ailleurs. Alors Samy, peut-être une petite question, pas forcément anodine d'ailleurs. On parlait un peu de spiritualité. Comment vous arrivez à faire le lien justement entre la spiritualité et un petit peu les affaires politiques et éventuellement la recherche de futurs talents? Enfin, où se situe la spiritualité? De quelle manière vous l'assumez? Alors déjà, dans nos événements, on essaie de... Dans le nom. Pardon ? Dans le nom. Dans le nom, déjà, oui. The Muslim Think Tanks, dans le nom, c'est clair. On assume totalement le fait qu'on est des musulmans. C'était volontaire d'ailleurs d'avoir choisi Muslim? Oui, d'assumer complètement. On est musulman, on est français, on est occidental, on peut avoir cette double identité, il n'y a aucun complexe à avoir dessus. Et chacun d'entre nous doit ne pas avoir ce complexe-là. On a cette année ou les années précédentes, on a renoué aussi avec le côté spirituel. Avec Habiba l'a très bien dit tout à l'heure, on fait des ateliers, ça s'est fait une fois par mois pendant cette saison 2017-2018. Donc on prend une ayah, elle a un verset ou un signe en français, on essaie d'en tirer des enseignements, du comportement, etc. Voilà, de parfaire notre comportement. Et vous le faites avec des spécialistes? Alors, on fait avec des spécialistes, oui, qui ont... Parce que n'importe qui ne peut pas parler du Coran. Bien sûr, qui ont étudié dans la célèbre école du Cheikh Ayoub, très connue en France, à Paris. Et donc, ce sont ces étudiants qui sont avec nous, qui sont dans l'équipe, etc. et avec qui managent le projet et qu'on salue au passage. Ouais. Alors, une spiritualité totalement assumée, ça c'est intéressant. Mais ça veut dire est-ce à dire que le TMTT n'est pas ouvert aux non-musulmans? Absolument pas. Donc j'aurais dû commencer par là. En fait, il est ouvert à tous, parce que je veux dire, on peut être musulman, mais s'intéresser aussi à l'écologie, aussi aux data science, aussi à l'anthropologie, aussi
à l'histoire. D'ailleurs, je cite à dessein les thématiques qui vont être abordées justement le 5 mai. Donc nous, c'est notre cadre de référence. Notre référentiel, c'est l'islam. Mais est-ce que, évidemment, on s'intéresse à tous ces sujets-là. Donc pourquoi est-ce que, en n'étant pas musulman, on ne s'intéresserait pas à ces mêmes sujets? Donc l'idée, c'est de pouvoir rassembler. On est ouvert à tous. Simplement, on tient vraiment dans le nom et dans nos actions à garder cette référence-là. Et derrière de l'ouvrir justement au plus grand nombre, et on invite d'ailleurs tout à chacun à regarder les vidéos de nos précédents événements sur notre chaîne YouTube, à s'abonner aussi, à liker la page qui s'appelle The Muslim Think Tank. Et aussi nos comptes sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité, juste pour aller au-delà de préjugés qu'on peut avoir justement si on s'arrête au nom, et d'aller justement à la découverte de tout le contenu qu'on a produit jusqu'ici depuis la création du TMTT, et adhérer simplement et participer à nos événements. Je peux compléter un petit peu pour dire qu'en fait le point de vue effectivement du TMTT, c'est un point de vue musulman, c'est-à-dire que un point de vue musulman sur toutes les questions, mais ça part effectivement de questions liées à la spiritualité, à l'écologie, à la culture de la tomate au Chili, enfin c'est toutes les questions de la culture de la tomate au Chili. C'est une manière de dire voilà, n'importe quelle question en fait, du point de vue effectivement notamment musulmans, et ça je pense que ça peut intéresser tout le monde, c'est-à-dire que pour une fois, voilà, c'est pas le point de vue habituel ethnocentré qu'on a toujours, le point de vue qu'on appelle mainstream par exemple. Là, voilà, il s'agit pour n'importe qui de se décentrer. Voilà, pour les personnes qui ne sont pas musulmanes, c'est pas grave, elles viennent, elles peuvent participer comme ça à une présentation, à une mise en scène aussi de sujets d'un point de vue particulier. Ça peut être intéressant pour tous les curieux, voilà, et les curieuses. Oui, et puis tous ceux qui déblatèrent sur l'islam, peut-être l'occasion en est donnée de venir découvrir qu'il y a quand même des gens qui travaillent, qui réfléchissent, qui pensent, qui a du niveau très haut, gros niveau, parce que franchement, hashtag Manuel Valls, hashtag BHL, hashtag toute la classe politique. Et on mange très bien aussi, hein. Ça, ça a le signalé. Ouais. On mange très bien. Alors, justement, dans ce cadre-là, on organise ce qu'on appelle les grands débats, et l'objectif de ces débats, c'est de pouvoir confronter des idées entre musulmans ou non musulmans, donc sur une thématique donnée. Donc c'est dans ce cadre-là aussi que les valeurs les objectifs du TMTT s'inscrivent. Donc voilà, une des outils en tout cas qu'on utilise, des événements qu'on propose pour pouvoir échanger avec des personnes qui... Le débat contradictoire. Voilà, débat contradictoire, voilà. Après avoir présenté l'entrée et le plat, voici le dessert, l'événement du 5 mai, donc qui va se passer dans une salle prestigieuse, dans un endroit prestigieux à Paris, qui est dans une bibliothèque, oui. Donc le grand auditorium de la Bibliothèque nationale de France. C'est pas une bibliothèque, c'est une salle de dingue en fait. Faut la voir, faut la regarder sur internet. Et une bibliothèque, c'est pas réducteur. Non, mais tu vois, t'as l'impression que t'as plein de livres à droite à gauche et tout, que tu vas être là avec le grand auditorium. C'est une salle, voilà, majestueuse, faut le dire. On les remercie de nous accueillir justement là. Alors, qu'est-ce qui va se passer le samedi 5 mai? Oui, c'est bien samedi prochain, donc le 5 mai. Non. Ça commence à quelle heure? De quoi va-t-on parler? Quels sont les participants? Qu'est-ce qu'on va manger? Je veux tout savoir. Alors, si vous m'aviez écouté. Oui. Ouh là là, Habiba. Attention. Ce son l'air trop calme. Faut pas la chauffer. Provoque. Je vous dis qu'il faut pas la chauffer dans l'équipe. Hein. Oui, j'ai compris, oui. Donc je vous ai écouté, Habiba. On ne communiquera pas sur les speakers, donc je note que vous avez cette tentative justement d'avoir plus d'informations. Donc il va falloir faire le déplacement le 5 mai. Je l'ai bien compris. Ouais. Donc il va falloir faire le déplacement le 5 mai pour découvrir le nom des speakers. En tout cas, les thématiques qui seront proposées justement, qui vont être traitées par ces talents, sont en lien avec les data science, avec l'anthropologie, la spiritualité évidemment, avec aussi l'histoire. Donc on a la technologie, donc on a différents types de profils, donc ils sont en tout 7, dont une surprise qui seront donc là, donc on démarre l'événement à partir de 12h30 par un cocktail déjeunatoire. Ensuite donc la série de conférences commence avec une entracte musicale entre le il y aura de la musique aussi. Quel genre de musique?
Je peux pas vous en dire plus. Vraiment, on cultive le secret, mais c'est un dessin. Donc pour nous, c'est un gage de confiance. C'est que les gens n'ont pas beaucoup d'informations. Sors d'ici. Tu fais quoi le 5 mai, Christophe Habiba. Non mais tu fais quoi le 5 mai, Christophe? J'en sais rien encore. Je vais aller à BNF. Là, ça veut dire que notre travail il a échoué. Si vous ne savez pas encore ce que vous faites le 5 mai, alors qu'on en parle depuis une demi-heure, je suis assez déçue. Habiba, je serai ton premier fan. Je te le garantis. Donc il y aura un déjeuner, cocktail dînatoire, enfin cocktail déjeuner, et il y aura donc une petite pause musicale histoire de se mettre dans l'ambiance, j'imagine. Pour donner un petit indice de ce qu'on pourra écouter musicalement. Il n'y aura pas de set DJ en tout cas. Non, ça c'est clair. Il n'y aura pas David Guetta, quoi. Ouais, c'est clair. Il y aura un entracte musical tout simplement, un entracte, et ensuite on continuera avec les speakers et on finira aussi. L'événement se termine à 18h30 par ce temps d'échange justement entre le public et les speakers. C'est de privilégier vraiment un temps important justement parce que, comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir poursuivre la discussion et d'échanger, et ce temps-là on y tient particulièrement. Oui, c'est entre 17h et 18h30. Tous les speakers, on échange avec le public, d'échanger, de networker, de discuter un peu sur les sujets qui ont été abordés au cours de l'après-midi. Continuer à manger aussi pour la même occasion. On fait que manger en fait. Ça alimente le cerveau de manger, non? On aime bien ça aussi. Donc on se prépare aussi pour le Ramadan. Faites la même chose pendant le Ramadan, on verra. Vous savez, la majorité des gens qui participent à ces événements sont d'origine arabe, et donc c'est un argument de poids. Ah oui. D'accord, oui, effectivement. Des hobbits, quoi. Bon, Enver, je sais pas ce que tu fais le 5, moi je serais bien partant pour y aller. Mais écoute, moi je suis super partant pour y aller, mais en même temps, il semblerait que j'ai été convoqué à une réunion justement le 5 mai, donc maintenant je suis partagé. Donc Damien et Hanan, si vous m'entendez, il va falloir que nous prenions une décision très rapidement. Je vais les appeler, je m'en occupe. Damien, Hanan, vous avez plus le choix là, il va falloir décaler votre truc. Alors, on a des places à vous offrir, on en a 5, c'est quand même c'est pas des places de cirque qu'on vous offre, c'est des places vraiment pour une belle après-midi d'échange, de partage. Comme disait Fatima tout à l'heure, vous allez en sortir plus intelligent, avec un savoir, avec de belles rencontres. Non mais Nadia veut dire quelque chose sur TMTT. Nadia est là. Nadia débarque à n'importe quel moment dans cette émission. Vas-y Nadia. Bonjour Nadia Lazouni. Je suis venue saluer mes amis. Ah oui. J'étais dans le coin, je me suis dit il faut que je dise aussi mon avis tranché accessoirement. Il a vertu thérapeutique, je tiens à le dire. Non, le TMTT c'est juste c'est splendide. Enfin, je veux dire, ils ont une vision. Les mecs, ils sont un siècle en avant par rapport à... Enfin, je parle... pardon, je sais pas vos prénoms. Bravo pour le féminisme, mais les non, mecs. absolument pas. Voilà. Les femmes ne sachent pas nos prénoms, ça prouve que nous n'avons pas discuté Non, ils sont absolument dans... Voilà, exactement. Bah oui, non, mais elle vient d'arriver. Et puis c'est des gens qui bossent dans l'ombre, donc ils s'exposent absolument pas. Donc c'est pour ça que je ne les connais pas, à l'exception de Sabre. Et effectivement, c'est très stimulant. C'est des conversations, des talks dont on sort de ces conférences très enrichies. Et moi, je me pose la question, comment ça se fait que on soit pas plus nombreux finalement à soutenir ce type d'événement. Enfin, j'arrive pas à comprendre quel est notre problème. Non plus. Je peux te donner la réponse. Vas-y, Amber, et la réponse, vas-y. En sachant que la radio soutient, puisque voilà, TMTT est là aujourd'hui, etc. Donc c'est un des... Bon, et en plus, il y a eu notre président qui est parti faire... Par exemple, nous vivons dans une société. Nous vivons dans une société où, à un moment donné, au-delà de toute blague que je pourrais faire, il y a une espèce de forme de jalousie. Une forme de jalousie. Et après, au-delà de la jalousie, on est aussi dans une forme de société où les gens, à un moment donné, veulent tous être le chef. Ouais. Oui. Alors... Donc à partir de là, quand tu as un tel projet qui s'organise, les gens vont plutôt le critiquer que le soutenir. Ouais. Malheureusement, voilà. Ouais, je pense que ça génère des frustrations. Exactement. Plus que ça. Je travaille dans la communication depuis beaucoup d'années et j'ai découvert justement la manière dont notre communauté musulmane fonctionnait. La preuve, c'est que le mec des travaux, il met la perceuse pendant que tu parles. Voilà. J'aime notre communauté, mais par Dieu, nous sommes. Il n'y a pas que la communauté, il y a aussi les médias en fait qui, quand ce sont des musulmans et des musulmanes qui prennent la parole, préfèrent quand c'est polémique.
Donc, évidemment, faire des c'est plus vendeur en comme même ça. temps. Là, il se trouve que justement TMTT, c'est l'anti-polémique, vraiment. C'est quelque chose qui lutte contre les polémiques, qui nous pousse, qui nous encourage à prendre de la hauteur, à réfléchir, à être dans la profondeur, à être dans le détail, à être dans l'excellence, etc. Et ça n'intéresse pas les médias, c'est tout. Et je pense qu'aussi avec le TMTT, on est dans la construction. C'est des gens qui construisent. Et en fait, nous, on passe notre temps à déconstruire et à se défendre. Donc c'est aussi ça qui est gênant là. Et on passe, il y a un cran. Ah bah tu l'as, voilà. Et c'est pas simplement que ça n'intéresse pas les médias. C'est pas tant que ça n'intéresse pas les médias. Et là, il faut pas se tromper justement sur la chose. C'est que la réalité, c'est quand justement tu fais en sorte que quelque chose soit invisible, tu le fais sciemment. Parce que justement, nous créons une élite à travers des choses comme le The Muslim Think Tank. Des gens qui arrivent à s'assumer dans leur réussite, c'est-à-dire d'être simplement mère au foyer, ou d'être éboueur, ou d'être chirurgien, ou astronome, ou infirmier, etc., etc. Et quand à un moment donné, ces gens, justement, vont s'assumer en tant que musulmans français, et dans cette perspective de faire développer la société, si tu montes ce modèle réussite, non seulement c'est pas bankable, mais parce que c'est pas bankable, c'est aussi que ça va s'opposer au modèle élitiste que le mainstream veut mettre en avant. Puis, en fait, là, tu parles beaucoup du mainstream, entre guillemets, et des autres. Mais je veux dire, c'est même, on va dire, de la communauté. Bon, ça a un peu parlé à la communauté de la jalousie, mais je pense qu'aussi, on est des consommateurs de petits formats, en fait, finalement, comme les autres. On préfère regarder une nana qui nous parle de développement personnel pendant 10 minutes en nous racontant des inepties, que de regarder, de prendre le temps et de payer, parce que c'est normal, c'est un coût et c'est tout à fait normal. C'est une organisation, c'est un théâtre qui loue, c'est une régie qui loue. Je veux dire, en plus de ça, ils s'enrichissent absolument pas, si c'est ça la crainte. Donc, bénévole, c'est totalement bénévole. C'est strictement. Et puis, quand bien même ça ne le serait pas, ça se justifie. Voilà. Bon, ça, en tout cas. Si avec tout ça vous n'y allez pas, c'est que vous le faites exprès. Nous on y sera en tout cas, nous on y sera. Malheureusement je pourrais pas y être, mais je soutiens. Ah ouais, Nadia. Bon, d'accord. Non, parce que je serai. Habiba, je t'autorise à tout de suite reprendre là-dessus. Donc Nadia qui t'a vendu quand même le truc de ouf et qui sera pas là. Je suis pas là maintenant parce que j'anime la cérémonie d'Harvard Business, donc du coup je suis prise ailleurs, donc c'est une obligation. Autrement je serai avec. Mais ça n'empêchera pas d'en parler autour de toi, évidemment. Ce que je fais là et ce que je continue à faire autour de moi, et bien évidemment. Donc ça c'est comme si tu étais parmi nous. Donc, merci. J'aime bien quand Habiba, quand elle parle là, franchement on est obligé d'écouter. Tu sais, ça me fait penser à une prof que j'avais à l'époque. Si tu disais un mot de travers, c'était la règle, tu sais, la règle sur le doigt là. C'était très mal. Voilà. Donc, tu parles des cours d'arabe là. Non, même pas. Époque révolue. Oui, ça dépend où. Mon cher Samy, ma chère Habiba, on reparle évidemment de cet événement le 5 mai prochain. Ça va se passer donc dans un très bel endroit. Rappelez-nous où ça va être. Et d'abord, est-ce que c'est ouvert au grand public? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Faut réserver. Comment ça se passe? Donc on a un site internet. Oui. Vous pouvez effectivement réserver directement via le site internet. On communique aussi sur nos comptes sur les réseaux sociaux, donc Facebook. Est-ce que tu peux site internet www.tmtt.org. Ça a résonné jusqu'à Alger là. Comme ça, tout le monde est au courant et on sait comment réserver. Allez voir en tout cas ce qu'ils font, les vidéos. Facebook, il y a un Twitter. Facebook, TMTT, The Muslim Think Tanks, au pluriel pour le Tanks. Et sinon des idées, des profils, de la diversité des profils qui seront présents aussi, notamment le 5 mai. Donc on a vraiment à cœur à montrer, j'insiste vraiment sur les profils qu'on met en avant, cette estrade d'idées qu'on met en place pour ces speakers, parce qu'on s'attache vraiment à avoir une parité justement à chaque fois qu'on organise des événements, aussi des parcours et des profils différents. Donc on est parce que pour certains, on peut être, notamment chez les non-musulmans, pense que si on est musulman, donc si on est arabe, c'est qu'on est musulman, alors que, donc on s'attache vraiment à montrer cette diversité, cette pluralité qu'il existe au sein de la communauté musulmane, et on s'attache vraiment dans la sélection des speakers qu'on fait à montrer cette diversité-là. Le prix de la journée, on le dit pas, on s'en fout? On s'en fout. Moi je m'en foutrais, parce que je me dis, quand c'est un événement qualitatif, donc si les gens s'arrêtent sur le prix, encore une fois, on est une association, l'idée c'est pas de se faire de l'argent, c'est simplement de rentrer dans nos frais pour qu'on évite de laver des voitures cet été, pour rembourser et remettre les comptes à l'équilibre. Vous lavez des voitures à Habiba? Ça vous est déjà arrivé? Et puis c'est pas un sommet. Comme le disait Sab aussi la dernière fois, c'est que cette participation de 45 €, c'est aussi un moyen. Hop, ça c'est fait. Non, pardon. 45 € pour le grand public et 35 €. C'est que c'est aussi un moyen de soutenir. Enfin, ils font pas de campagne de crowdfunding, mais le fait de payer et d'y aller, c'est une campagne de crowdfunding quelque part. On y mange bien, aussi bien au niveau gastronomie, mais aussi au niveau spirituel, au niveau échange. Non, mais c'est inspirant à tous les niveaux. Voilà.
Donc, C'est ça. Le contenu, la déco. Alors, j'ai des invitations à vous offrir et comme c'est quand même pas un événement n'importe quoi, il suffira pas d'appeler la radio pour repartir avec vos places. Il faut faire un minimum d'efforts. Donc, ce qu'on va faire, mon cher Enver, c'est que ceux et celles qui sont intéressés vont nous envoyer un message privé sur la page Facebook Christophe Le Grand Forum avec votre nom, votre prénom et on vous offrira une place pour aller donc à cet événement du 5 mai prochain. Ça se passe exactement à l'endroit précis. À la BNF Paris 13e. BNF, qui est donc Bibliothèque nationale de France, pardon, et pour ceux qui ne sont pas de Paris en tout cas, c'est un endroit magnifique. On y allait pour réviser de temps en temps, mais c'est assez sympa. Faut venir. Les horaires, pardon, je sais pas si on les horaires, oui. C'est 12h30. Alors 12h30, 14h, c'est le cocktail déjeunatoire. Ouais. On peut ne pas, si on peut pas venir à 12h30 ou à 13h, on peut y rentrer après. Le début officiel de la fermeture du théâtre, c'est à 14h, ensuite jusqu'à 17h. Et ensuite de 17h à 18h30, on a un cocktail, un cocktail dînatoire et où on network avec les participants, avec les intervenants et on discute entre nous. Bon, eh bien rendez-vous Voilà. le 5 mai prochain, je rappelle, j'ai des invitations, j'en ai 5 pour être très précis. Donc les 5 premiers à nous envoyer prénom et nom, peut-être le numéro de téléphone éventuellement, sur la page Facebook Christophe Le Grand Forum, en message privé bien sûr, se verront remettre une place pour aller assister à ce grand événement. Du coup, et on y sera. Je peux rappeler juste le prix vu qu'elle l'a dit. 45 €. Vu qu'elle Voilà. elle s'est permise de le dire. Ouais. Alors 45 € pour le grand public et 35 € pour les étudiants, pour les personnes qui sont au chômage ou pour ceux qui ont des ressources limitées. Très bien. Voilà. Et Merci. prenez un cahier et un stylo, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre, retenir. évidemment. Et venez vivre l'expérience M-Talks avec nous le 5 mai, donc samedi, à la BNF. Très bien, on y sera. Merci beaucoup Habiba. Merci Habiba, merci. Merci à vous, merci Samy. à vous de nous avoir accueillis. Merci on salue à le vous de fondateur. nous avoir, Alors le fondateur, mais pardon, quand même un petit mot sur l'équipe, parce qu'il n'y a pas que le fondateur, il y a toute une équipe et franchement ils sont tous pareils, ils sont tous sincères, bien, ils sont vraiment, enfin c'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils sont à TMTT, c'est que je pense que les personnes qui rejoignent TMTT ont besoin de ça en fait, ont besoin de cette sincérité, et puis de cette qualité, etc. Donc vraiment toute l'équipe est à saluer. On remercie l'équipe, oui. Et Effectivement. on continue à recruter des bénévoles, donc n'hésitez pas, si vous êtes inspiré par les valeurs qu'on vient de partager avec vous, à vous rendre sur notre site internet, donc tmtt.org, et à proposer votre candidature pour devenir bénévole au sein de l'association. Dit-elle avec un joli sourire pour terminer. Merci beaucoup Habiba, Samy, et à très vite. Et on le rendez-vous donc le 5 mai pour celles et ceux qui souhaitent venir partager, voire observer également, et puis pourquoi pas aussi participer dans cet échange qui vous sera proposé en fin d'événement le 5 mai, de nous envoyer votre prénom, nom, numéro de téléphone à Christophe Le Grand Forum en message privé, et on aura donc pour les 5 premiers des places à vous offrir. Merci à tous les deux. Dans un instant, on va parler un peu du Maroc, parce qu'il paraît que le Maroc candidate pour l'organisation d'une Coupe du Monde. Je voulais aussi vous parler tiens, d'une étude un peu inédite qui est sortie sur le port des tenues religieuses, et vous savez que la France n'est pas en reste pour le coup, et puis peut-être si on a le temps aussi parler de ce qu'a dit Macron aux étudiants aux États-Unis. Oui, il a dit que Si on a le temps, mon avis tranché aussi. je sais pas ma belle, je crois que tu vas le réserver pour la prochaine. Non. Ah bah si. Non. Comment J'ai pas ça, non bossé comme ça pendant 1 heure. On va négocier ça, ma chère Nadia Lazouni. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Alors, bienvenue sur France Maghreb 2. Vous savez qu'à cette heure-ci, normalement, c'est Libertad, sauf que Madame Nadia Lazouni nous a quand même préparé un avis tranché, et on se devait quand même de l'écouter et réagir, parce qu'à chaque fois que Nadia est là, ça envoie du lourd quand même. Mais non. Ah si, Fatima faut le Inver, dire. juste avant qu'on lançait. Ça envoie du très lourd. Nadia Lazouni pour son avis tranché. Alors, si j'ai bien compris, si je me souviens bien, tu vas revenir sur la tribune des 300, c'est ça? Oui, le Allez. manifeste des 300 que j'ai rebaptisé le manifeste de la peur. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Le manifeste des 300, rebaptisé donc par Nadia Lazouni, le manifeste de la peur. Pour commencer, chers amis auditrices et auditeurs, je tiens à m'excuser. J'ai pris 1 heure de ma journée pour penser et rédiger cet avis tranché, mais je ne désespère pas d'être publié dans le Parisien, puisqu'apparemment, ils se sont convertis
en recyclage de déchets, voire dans le ramassage des troncs. Vous l'avez compris, je parle du manifeste des 300 qui visiblement sont beaucoup plus attachés au symbole qu'à l'exigence de vérité qui devrait s'imposer à nous en des termes impérieux. Nos 300 people ne font pas dans la dentelle. Vous aussi, vous n'êtes pas passé à côté de la référence à cette croyance populaire selon laquelle le roi Léonidas aurait réussi à stopper une immense armée de Perses avec seulement 300 guerriers. Je recontextualise, ce manifeste n'est que l'expression d'une résistance à l'invasion maure, arabe ou musulmane qui menacerait l'identité française et la sécurité de ses ressortissants. Le mot est lâché, la bombe est lancée, le nouvel antisémitisme serait intrinsèquement musulman et banlieusard. Désolé de vous l'apprendre les gars, mais l'héroïsme légendaire des 300 Spartiates dont vous réclamez l'héritage ne serait que le fruit d'une construction imaginaire. La bataille des Thermopyles aurait tourné en grande défaite et les Grecs ne s'attendaient pas à ce qu'elle soit si rapide. Il faut savoir que ce texte des 300, beaucoup plus couard que courageux, renferme de nombreuses approximations et notamment historiques que Claude Askolovitch a pointé dans son article « Le manifeste contre le nouvel antisémitisme, une logique dévastatrice » publié par Slate. Je laisse l'histoire aux historiens, mais pas dans les mains de Annette Becker, également signataire de ce cocktail Molotov chargé d'ineptie qui stigmatise, essentialise et meurtrit. De la même façon que je laisse l'histoire aux historiens, je laisse les sciences islamiques aux érudits, au vrai, pas au bac plus 5 en islamologie. Perso, j'ai lu et relu le Coran, je n'ai pas vu de verset qui appelle au meurtre, au châtiment des juifs, des chrétiens et des incroyants. Alors, 6236 versets répertoriés dans 114 sourates, ça fait beaucoup pour ma petite tête de beurre, alors ça aurait été bien de les citer pour garantir la parfaite information de nos lecteurs. Bon, comme je suis sympa, je peux vous donner le nom de 2-3 savants en France qui pourraient vous instruire sur ce que vous ignorez. Quoi ? Vous avez 2 cautions religieuses qui ont entériné ce texte. Mais qui ? L'imam Chalgoumi. Bon, lui compte pour du beurre. On ne peut pas condamner à la fois l'islam consulaire et s'en prévaloir quand ça nous arrange. Qui d'autre ? Nader Alami ? Le couteau suisse, celui qui a plus de vie que tous les chats réunis sur cette planète, responsable de l'association Islamopsy sans être psy, coach, conférencier, historien, sexologue, animateur d'une chronique sur l'islam, quoique dépourvu de formation religieuse, producteur, animateur et peut-être même vendeur à Leroy Merlin, on l'aurait aperçu dans des rayons. Je crois que son CV cousu de fil blanc parle pour lui. Que vise ce texte ? Servir des objectifs constants, je vous les donne en vrac. Entretenir les peurs, montrer les Français les uns contre les autres, réécrire l'histoire et blanchir les bourreaux du passé et donc trouver de nouveaux coupables, diaboliser l'islam, entretenir la confusion entre antisémitisme et antisionisme. Mesdames et messieurs les signataires, si vous aviez voulu faire œuvre utile, vous auriez pu éditer un dictionnaire de l'antisémitisme afin de nous renseigner sur ce qu'est l'antisémitisme, du moins en France, car il semblerait qu'il soit une forme de racisme au contour très évolutif et indexé à la surenchère politique. Ça vous permettra de l'éditer encore, et pourquoi pas reverser les sommes à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, des combats trop sérieux pour qu'ils soient laissés entre les mains de pitres charognards. C'est fini ? Bravo. Ouais. J'en voulais encore. Non, je me suis auto-censurée. Je voulais pas que ce soit trop long. C'était bien. Ouais. C'était du très lourd. Fatima, t'as kiffé comme on dit ? Tout est dit. Voilà, c'est. Et bien dit en plus. Ouais, c'est bien dit. Ça qui est bien, il y a un truc qui me faisait rire dans les programmes scolaires, c'est que vous vous souvenez, il y a une période comme ça où l'État français, l'éducation nationale, incitait comme ça les profs, les parents, les élèves à aller se rendre dans les camps de concentration pour apprendre de l'histoire, etc. Et en particulier les enfants habitant les quartiers populaires, les musulmans, les banlieusards, comme tu disais Nadia. Ouais. Et je me disais, mais attends, mais c'est pour leur dire quoi ces enfants ? C'est pour l'État français veut dire quoi ? L'État français veut leur dire, mais regarde ce dont je suis capable. Parce que qui a contribué à exterminer 6 millions de juifs en Europe ? Qui a exterminé ? On dirait, dans 2 minutes, ils vont dire que c'est les Maghrébins qui les ont exterminés. L'État français a mis des enfants juifs dans les wagons alors que les nazis ne le demandaient pas, ça, il faut le dire. Enfin, l'État français lui-même ne fait pas ce travail de mémoire par rapport à l'extermination des juifs européens.
Au contraire, moi je trouve que pendant très très longtemps, à la limite, on avait l'impression que les Français, pendant 39-45, ils avaient été résistants, c'était juste De Gaulle. Voilà, il n'y avait absolument pas de travail fait autour de la collaboration, et c'est même pas de la collaboration, c'était l'État français. Et donc c'est vrai que là, à nouveau encore plus qu'avant, ils nous la font à l'envers, quoi. C'est limite, voilà, l'antisémitisme en France, c'est les Noirs et les Arabes, c'est les musulmans. Non, l'État français a une responsabilité lourde dans l'extermination des Juifs. Ça, il faut le dire, il faut le travailler en cours. Maintenant, effectivement, de diaboliser les personnes habitant les quartiers populaires par rapport à l'antisémitisme, voilà, ça participe de la diabolisation, de la stigmatisation plus générale. Et en plus, effectivement, c'est pour empêcher les quartiers populaires d'être pro-palestiniens, tout simplement. Il y a une vraie histoire anticoloniale dans les quartiers, puisqu'on en vient. Voilà, nous sommes issus d'une immigration post-coloniale, donc nos peuples ont été libérés parce qu'ils se sont battus contre la colonisation, et donc c'est à ce titre-là que nous sommes particulièrement sensibles au sort des Palestiniens. Et c'est ça qu'on veut tuer en le diabolisant, voilà. Bon, en sachant que ça ne marchera jamais, ça je tiens à le dire. Voilà, la Palestine est dans nos cœurs, donc ils peuvent faire toutes les tribunes qu'ils veulent, ils peuvent monter au ciel et descendre, on sera toujours pro-palestinien, et on va enseigner ça, cet amour de la Palestine, à nos enfants. Oui, et d'ailleurs, comme disait un ami, tous les matins, quand on se lève, ma femme et moi, à mes enfants, vive la Palestine libre. Algérie, Palestine. Et ce qui est aussi important de rappeler, hier j'étais à une conférence justement sur la Palestine et la construction de ce mouvement solidaire de part et d'autre, finalement, dans tout, sur la terre, quoi, sur tous les continents. Et Dominique Vidal rappelait justement que l'opinion publique, en dépit de ces incohérences comme ça entre les médias et les autorités politiques qui sont clairement pro-israéliens, l'opinion politique est en faveur de la Palestine. Voilà, donc quoi qu'il fasse, il sera avec nous d'ailleurs au mois de mai, Dominique Vidal. C'est une réalité, et comme elle le disait effectivement Fatima, le but, pour moi vraiment de cette tribune, elle vise deux choses clairement, c'est s'en prendre justement à toutes ces voix comme ça qui s'élèvent pour condamner le génocide palestinien. Clairement, donc toujours cette confusion entre antisionisme et antisémitisme, et puis vraiment diaboliser l'islam, appeler à expurger les versets du Coran, mais c'est d'une violence quand on connaît le caractère sacré. Épuration ethnique. Voilà, il y a plein de mots comme ça qui ont été balancés. Alors comme le disait Dominique hier, je pense qu'il y a 3 catégories de personnes qui ont signé cette tribune. Il y a les manipulateurs comme Val et Valls. Il y a ceux qui croient profondément qu'il y a un antisémitisme, et il y en a. Il parlait par exemple de ses parents qui avaient été déportés. Donc je pense qu'il y a quand même des traumatismes, et moi j'arrive à l'entendre. Et puis il y a les opportunistes. Voilà, comme les deux personnes que je viens de citer. C'est la partie des signataires. Exactement. Depardieu, alors juste un petit Depardieu qui va aller s'installer en Algérie. Et c'est ce qu'il a dit Dominique Vidal. Il dit à mon avis il n'était pas très à jeun quand il a signé la tribune. Non mais lui qui va aller s'installer en Algérie, on connaît la fierté algérienne. Je pense que ça va être chaud pour lui quand même. Il allait très loin. Aznavour. Alors ça m'a étonné moi. Il s'était rapproché quand même des mouvements sionistes, donc c'est un peu la suite logique. Aurore Berger, un député de la République En Marche. Aujourd'hui, il y en avait tellement. Xavier Niel, patron de Free. Il y a aussi l'ancien ministre de l'Intérieur, j'étais choquée, j'étais très surpris. Oui, qui a beaucoup lutté contre... Bernard Cazeneuve qui a pourtant fait dans la lutte contre l'islamophobie, qui a quand même pris il a pris du temps pour essayer. Et ça a été même un tournant. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que certains l'ont signé sans avoir lu. Ça c'est très embêtant. Alors là c'est de l'amateurisme, excuse-moi Enver. Jamais un truc. Mais je persiste et signe, c'est qu'à un moment donné, on vit dans une société où les lobbies sont de plus en plus présents en France. Et parce que les lobbies sont de plus en plus présents en France, je vais pas dire lobby ci, lobby ça, mais à un moment donné, quand on te met la pression en mode vas-y, si tu signes pas, tu sais, ça veut dire que tu nous soutiens pas, ça veut dire que t'es pas avec nous, et patati et patata. Donc je pense vraiment que certains l'ont signé, vraiment, parce qu'il y a cette espèce de pression du groupe qui dit si tu signes pas, t'es pas avec nous. T'es avec nous ou t'es contre nous. Je pense qu'il n'y a pas un chantage comme ça affectif sur cette question. Après, je suis d'accord avec les 3 catégories qui ont été... moi aussi, c'est pas mal. C'est très bien structuré. Bon, ma chère Nadia, est-ce qu'on t'aura pour une émission entière la prochaine fois? Oui, la semaine prochaine, j'espère. Il y a beaucoup de monde la semaine prochaine là. D'accord. Non, mais dépêchez-vous de vous afficher parce que pour l'instant, tout le monde me dit je viens la semaine prochaine. Moi, j'aimerais bien en faire une. Qui t'a volé quoi, Fatima? C'est mon petit côté avec Fatima et Anissa. J'aimerais bien me retrouver avec Fatima et Anissa, un de ces 4. Non, mais maintenant, madame veut choisir son casting. Non, je vais pas le choisir, mais
je pense que je vais bien m'amuser. Voilà. Non, je vais beaucoup apprendre d'abord et je vais bien m'amuser ensuite. Bon, merci à tous les trois. Nadia, Lazouni, ce fut court, mais alors intense et très bon, comme d'habitude. Chère Fatima, on t'a rien volé, t'es chez toi ici, tu viens quand tu veux. Enver, à la semaine prochaine avec normalement une candidate pour notre concours que nous avons lancé, Célia, qui nous vient de Marseille. Et tout à fait. Il nous a fait exprès, ce Enver, hein, Marseille, écoute, comme il est. Normalement, Inch'Allah, vendredi prochain, nous célébrons la présence de Célia, cette formidable élève qui sera sans doute la gagnante. Donc, alors là, en plus, spécial dédicace à Yousra qui a été excellente. Yousra, nos témoins, et également Kenza Farah, son binôme, et j'espère que ta jambe va mieux. Mais surtout, nous célébrerons la victoire d'un club célèbre et magnifique qui se qualifiera, Inch'Allah. Bon, allez, je pense qu'il est temps qu'on s'en aille. Merci à tous les trois. Bon week-end sur France Maghreb 2. De retour lundi avec... on va parler musique un peu parce qu'on aura Samira Bramia avec nous à l'occasion de son passage au Cabaret Sauvage. Elle viendra ainsi nous présenter son projet sur scène le 4 mai prochain. Et je tiens à vous dire aussi qu'elle sera notre invitée le 20 juin prochain au Cabaret Sauvage pour la spéciale du Grand Forum. Réservez vos places, www.cabaretsauvage.com. Je m'en vais en toute discrétion parce que je suis très en retard. Je vous souhaite un bon week-end. C'est comme si on m'avait pas entendu. C'est l'heure tout de suite de retrouver le flash de 18h à 18h04. Seul France Maghreb 2 arrive à faire ça. Tout de suite, le flash. Bonne soirée. Retrouvez Samir Amsterdam tout à l'heure à 20h pour l'émission Parler Snap. Bon week-end, un lundi 16h si vous voulez bien. Ciao. Bonjour à tous. Début d'un long week-end pour certains, des vacances qui se poursuivent pour d'autres, beaucoup de monde attendu sur les routes sur cette fin de semaine. Si aujourd'hui est classé vert par Bison Futé dans le sens des départs, demain sera orange au niveau national. La journée de samedi sera aussi orange dans le sens des retours en Île-de-France. Ça va mal pour le Vélib, nouvelle version à Paris. La nouvelle version du vélo de la capitale est dans la tourmente et les abonnés lui tournent le dos. Les chiffres sont éloquents. Fin décembre, l'ancienne version du Vélib comptait 285 000 adeptes et ils ne sont plus que 190 000 aujourd'hui. Pourtant, le nouveau prestataire visait la barre des 300 000 abonnés, mais depuis qu'il a gagné le marché, Smovengo enchaîne les bugs dans sa mise en place. La rencontre historique entre les dirigeants des deux Corées fait réagir à l'international. De nombreux pays ont salué cette avancée significative pour la paix et vers la dénucléarisation de la Corée du Nord. Des nouvelles très positives pour le Kremlin. Pour le Premier ministre japonais, il s'agit d'un pas positif et il espère qu'il sera suivi par des actions concrètes. Donald Trump salue quant à lui cette rencontre historique entre les dirigeants nord- et sud-coréens, ajoutant que des choses positives se passaient. Un peu de sport et de football, et l'Olympique de Marseille a fait un grand pas vers la qualification pour la finale de la Ligue Europa. L'OM s'est en effet imposé 2-0 hier face à Salzbourg. Il faudra confirmer jeudi prochain, cette fois en Autriche. Et puis c'est peu de dire que cette sortie est très attendue. L'ultime album de Johnny Hallyday sortira en novembre. Il faudra donc patienter pour les fans du rocker décédé en décembre dernier. En effet, la date de cet opus enregistré avant la mort de l'artiste a été repoussée. Il reste des points à trancher comme la pochette ou le titre choisi pour le disque. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.